Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette 23e capsule. Notre sujet aujourd'hui va être la nourriture, la conservation et le transport à bord des navires dans les grandes traversées. Donc, on peut considérer les grandes traversées comme aller en Inde, les colonies d'Amérique. D'environ 16e au 18e siècle. Donc, c'est grosso modo là que j'ai trouvé la plus grosse de mes informations. Et on peut considérer que le 15e aussi avait sensiblement ce type de transport. Là. Ça va donner au moins une idée, puis répondre à une question, de dire c'est beau la colonisation et la traversée des colons et tout, mais c'est de se demander comment est-ce que la vie sur le bateau, la nourriture et tout ça était grosso modo comme situation était. Donc, je vais quand même indiquer que qu'est-ce qui a été trouvé, c'était pas grand-chose, et surtout, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y avait certaines listes qui vont être récupérées. Donc, des listes où est-ce que ceux qui s'assurent de la logistique des navires vont avoir établi pour être certains qu'il y avait assez de nourriture et autres fournitures. Il y a les fouilles archéologiques qui vont quand même nous permettre de découvrir certaines choses, mais on va se rendre compte qu'il y en a d'autres qui, vu qu'on parle de denrées alimentaires, vont pas survivre avec le temps. C'est un peu normal, hein? C'est tout à pourrir et ça dégrader avec le temps. Donc, on se retrouve à avoir moins d'informations de façon archéologique qu'on le voudrait. Et je me suis devancé, mais effectivement, donc les denrées qui sont emballées vont ne pas survivre avec le temps. Et les journaux de bord, en fait, sont présents, mais habituellement, quand tu écris dans ton journal, c'est pour dire que ça fonctionne pas. Donc, s'il y a quelque chose qui manque ou ça ne va pas, ben ça chicane plutôt que de dire « Ah oui, nous avons eu un bon repas aujourd'hui, telle chose. » Donc, vous voyez, c'est un peu l'idée derrière ça. La grandeur des navires aussi a une influence sur les propos, à savoir que plus un navire est grand, plus tu as besoin d'avoir un équipage imposant pour pouvoir le naviguer adéquatement. Donc, ça se rappeler des grands vaisseaux de guerre avec des 60 canons d'un côté et 60 canons de l'autre côté. Ça fait beaucoup de personnes juste pour tirer du canon. Donc, on a besoin des équipages et de beaucoup de marins pour faire ça. Il y a des navires qui allaient jusqu'à 250 marins. Ça, c'est sans compter les petites troupes de la marine qu'il peut y avoir là-dessus. Donc, bref, toutes des choses qui vont entrer en ligne de compte. Et ce qui fait que tu as toujours un espace qui est limité. Parce que tu n'as pas juste de la nourriture sur un navire. Si tu as un navire de guerre, tu vas avoir évidemment l'équipement en conséquence. Et ça peut faire que c'est pas juste pour la nourriture. Donc, c'est un espace qui va être limité de ce côté-là aussi. Et ceux qui sont pour l'exploration de long voyage vont pas être des vaisseaux de guerre en tant que tels. Ça sert à rien d'amener des gros vaisseaux à moins que tu as une mission spécifique ou quelque chose, mais normalement, c'est pas les gros vaisseaux qu'on va voir. Le but, c'est d'explorer. Donc, ils sont capables de se défendre, mais l'exploration ne dit pas nécessairement guerre à l'horizon. Et ce ne sera pas les plus grands équipages, alors qu'à l'inverse, les bâtiments militaires, eux autres, c'est là où est-ce qu'il y a le plus d'unités et de personnes dessus. Donc, c'est pour se donner une autre petite idée de ce que ça pouvait donner sur un bateau. Donc, en fait, ce qu'on pouvait retrouver comme nourriture de base à l'époque, dans les grandes traversées, on avait en fait de la viande salée, donc tout ce qui pourrait se conserver assez facilement ou du moins plus longtemps. Donc, comme le bœuf, le poisson salé, donc comme la morue et du lard. Donc, évidemment, les affaires salées n'étaient pas les affaires les plus appréciées de l'équipage parce que c'était pas frais, c'est un peu normal, mais en termes de fraîcheur, il faut repasser. Et si la viande était fraîche, ben c'est ça, elle périmait rapidement. Pour compenser ça, en fait, il y a beaucoup de navires qui amenaient des animaux sur les bateaux directement. Donc, on appelait ça la viande à terre, ça veut dire qu'elle marchait. Et on pouvait y voir des bœufs, des moutons, de la volaille. Et le poulailler, c'est proche du pont. Et les bovins pouvaient parfois être attachés directement au mât, donc central. Donc, on n'allait pas réinventer la roue. On amenait de la bouffe directement, puis des fois, ils étaient encore en vie. Les canards avaient une réputation d'avoir le pied marin, ironiquement, versus les poules qui se dégradaient beaucoup plus rapidement
à cause du mal de mer et dépérissait beaucoup plus vite. Donc, en même temps, un canard, ça allait mettre dans l'eau. Donc, on se dit que ça a peut-être plus de résistance à la houle puis le mal de mer, mais malgré tout, c'était pas la place des canards. Les canards, c'est dans l'eau que ça va, puis c'est pas sur un bateau. Mais il était plus résistant. Il y a aussi des biscuits, les fameux biscuits des marins, donc qui sont cuits 2 fois pour s'assurer d'enlever le plus d'humidité possible. C'est fait à bâtir principalement de farine et d'eau. Et on se rend compte aussi que biscuit, ben c'est pour ça, c'est cuit 2 fois. Donc bi pour 2, cuit 2 fois. Donc avec la liaison de biscuit. Et ça pouvait pas se manger directement parce qu'en fait, il était tellement dur que tu pouvais juste. Tu avais plus de chance de te casser les dents en craquant dedans que les manger finalement avec un petit peu d'eau pour ramollir le tout. Donc, c'était fait pour être sec, pour se conserver le plus longtemps possible. Donc, théoriquement, ces biscuits-là ils étaient considérés capables de se conserver pendant quand même 2 ans. Donc, on s'entend que c'est pas pour rien que c'était les rations de base pour les marins, c'est que c'était ce qui avait le plus de chances de résister à l'épreuve du temps. Il pouvait aussi avoir du fromage. Et spécifiquement, il y a un fromage hollandais qui faisait, ou du moins le fromage hollandais avait la particularité de survivre plus longtemps que les autres fromages qui étaient faits par d'autres pays. Donc, à tenir en compte que le fromage hollandais avait une durée de vie plus longue. Pour ce qui est des légumes, donc les légumes en fait n'étaient pas amenés frais, mais principalement séchés ou en farine. Donc, des fois, c'était la façon la plus facile de les conserver et c'était servi sous forme de gruau, de pois, de fèves et de riz. Donc, principalement, c'est comme ça que les légumes étaient mangés à ce moment-là. Il y avait à peu près pas de fruits, sinon pas du tout, jusqu'à temps qu'ils découvrent pour le scorbut, mais ça, on en reparle un peu plus tard. Les œufs, il y en avait. Et il allait être conservé dans le sable, mais le pain, en fait, va aussi arriver à partir du 17e siècle. Mais les œufs et le pain vont être réservés aux officiers. Donc, ils vont faire du pain directement sur les navires au 17e. C'est les officiers qui vont, eux, avoir le droit de manger ça, ainsi que des œufs. Donc, les marins, le reste de l'équipage, eux, n'auront pas la possibilité de le faire. Nous avons maintenant la suite, donc à savoir ici que les liquides, en fait, on a parlé beaucoup de nourriture, là, on va parler des liquides. Les liquides tournaient rapidement au vinaigre, donc un petit jeu de mots, un peu une petite blague, parce que théoriquement, les vins, cidres et bières, principalement les cidres et les bières, ne se conservaient pas bien. Ça tournait rapidement et le vin se conservait mieux, mais tout vin qui est rassis devient du vinaigre, d'où le fait que ça tournait au vinaigre. On a aussi l'alcool qui est distribué avec parcimonie. Donc, il faut quand même se souvenir d'une chose. On veut être certain que, malgré si on leur donne un peu d'alcool, on veut se retrouver avec un équipage qui fonctionne. Donc, la thématique de mon chandail étant comment faire la fête, c'est Peter qui vous montre qu'au bout du compte, tu te retrouves à être complètement démoli, donc à t'effoirer et puis être inefficace. Donc, évidemment, on voulait éviter ça. On voulait continuer avoir un équipage qui fonctionnait. Donc, on s'assurait que la dose d'alcool était distribuée juste assez. Et l'eau, principalement, va servir à allonger l'alcool. Donc, elle était rarement bu seule. Pour ce qui est de l'eau de vie des Français, donc, elle ne craignait pas la chaleur des tropiques parce qu'évidemment, aux tropiques, c'est chaud, ça pourrait soit tourner ou soit juste s'évaporer. Les Anglais, en fait, vont inventer le gin à partir de ce moment-là pour éviter d'avoir recours à l'eau de vie des Français. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne voudront pas acheter là-bas. Donc, ils vont faire le gin pour éviter justement d'avoir à donner de l'argent à la France. L'eau dans des barils, en fait, va devenir rapidement stagnante. Donc, on se rappelle que l'eau qui ne bouge pas, ben, va finir par rapidement croupir. Et ça va se contaminer rapidement. Au bout de quelques jours, c'est seulement quelques jours, c'était croupi. Puis au bout de 2 semaines, il allait y avoir des vers qui étaient à l'intérieur. Et les épisodes de fièvre monstrueuse qu'il y a eu et délirantes
pour des équipages qui avaient bu de l'eau croupie. Donc, c'est pour ça que tu veux t'assurer que ton eau soit bonne. D'ailleurs, la difficulté était de toujours se réapprovisionner en eau. Plus tard, au fur et à mesure que les comptoirs, les installations, les colonies vont s'installer, ça va être plus facile d'aller faire le plein d'eau fraîche au fur et à mesure du parcours. Mais au début des grandes explorations, il n'y avait pas ça. Donc, c'était ça qui était la plus grande difficulté. Donc, quand l'eau venait à manquer, ben, ça pouvait être certains régimes draconiens, soit que boire l'urine ou l'eau de mer. Mais l'eau de mer est considérée comme étant la mauvaise idée parce que, étant donné qu'elle a du sel, ton corps va vouloir diluer le sel dans l'eau en utilisant l'eau de ton corps avec tes reins. Donc, ça te déshydrate plus rapidement. Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas boire d'eau de mer. C'est que tu vas te déshydrater encore plus rapidement. Si tu veux boire de l'eau, il n'y a pas de secret, elle doit être douce. Tu dois trouver le moyen d'enlever le sel de l'eau pour que ce soit, du moins, ce problème-là de régler. Il y a aussi de l'huile qui pouvait être utilisée pour faire les recettes ou entretenir le matériel. Certaines huiles étaient pour les recettes, d'autres étaient pour le matériel, comme par exemple pour entretenir les armes blanches. On se retrouve aussi avec d'autres ingrédients qui peuvent être ajoutés pour agrémenter les plats. Donc, certains exemples sont le poivre, la moutarde, l'huile d'olive, le vinaigre, l'oseille confite ou la choucroute. Donc, on voit qu'ils ont quand même certaines variétés. Et on s'entend que quand les températures étaient élevées, ça augmentait drastiquement les problèmes de conservation. Donc, quand on allait niaiser dans le nord et il faisait froid, c'était mieux, mais quand on allait proche des tropiques, Et il était calculé à une certaine époque que des quantités de nourriture allaient être perdues par la moisissure ou la vermine, par exemple. Et que, par exemple, comme les biscuits allaient avoir 10% de plus d'ajouter au bateau pour être certain que ça allait compenser les pertes environnantes ou moyennes. La même chose était aussi fait avec le vin, puis eux autres, ils avaient calculé à 12%, grosso modo. Donc, on voit qu'il y avait quand même eu l'idée de compenser les pertes au préalable en rachetant des surplus à la cargaison. Donc, pour les récipients à conserver, on se retrouve avec certains produits pour emballer. Et ces produits-là, on appelait ça une balle, en fait. Le but, c'était de faire une balle. Et, eh bien, ça a disparu parce que ça a pu être très peu retrouvé dans les fouilles, ou du moins, il y a des matières qui avaient collé sur d'autres surfaces qui nous permettaient de voir qu'est-ce que ça avait été. Mais il a été quand même question qu'il y avait pour emballer les choses et faire des balles, comme on parlait au préalable, parce que c'est emballer, c'est ça que ça veut dire, c'est faire rendre quelque chose en balle. Ben, il aurait été question en fait de tissu de papier huilé. On retrouve même des sacs, on parle des balles justement, des pots et des cuirs au 18e siècle. Donc on voit que de ce côté-là, certains produits pouvaient être plus emballés plus facilement avec d'autres produits. On a aussi les terres cuites embarquées. Donc évidemment, les contenants en terre cuite qui pouvaient contenir de l'eau de vie, du vin, des huiles diverses, et que ce soit alimentaire ou non. Et la terre cuite avait plusieurs formes très variées. Donc, on se retrouve avec des grands contenants, des plus petits, bref, un paquet de choses. Mais progressivement, on va se rendre compte que la terre cuite va être remplacée par les tonneaux de plus en plus. Donc, on va en parler justement à la prochaine diapo parce que on va voir que les tonneaux ont un avantage beaucoup plus intéressant que l'ont en fait les terres cuites. Donc, du côté du tonneau, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même léger. Quand il est vide, il est léger. Donc, tu peux le recycler aussi quand c'est possible, donc, et le réutiliser. Donc, bon, tu peux pas faire ça pour ce qui est alimentaire. Donc, s'il y avait de la nourriture qui était là-dedans et tout, tu peux pas le faire parce que tu vas vendre le baril principalement si tu fais du commerce avec le contenu. Mais pour les autres choses comme la poudre à canon, ces trucs-là, tu peux réutiliser le baril à bon escient. Et il va être utile pour transporter en plus grande quantité. Il y a aussi la possibilité d'être non seulement productif,
manipulable, tu veux identifier quelque chose rapidement dessus, il est versatile et il est résistant au choc. Donc tout ça fait des avantages pour le tonneau d'être utilisé dans les cales, parce que comme la terre cuite, elle n'est pas aussi résistante, elle peut juste te casser, et là, ben, tu perds évidemment qu'est-ce qu'il y avait dedans, ou tu en perds une grande quantité. Donc le tonneau est avantageux pour ça. Et ils vont servir à beaucoup de sortes de cargaisons, à savoir liquide. Ils vont savoir à s'assurer qu'il est imperméable et qu'il ne se vide pas, solide, etc. Donc, fait beaucoup de choses. Et les caisses et les coffres peuvent aussi servir au transport. Donc, c'est pas juste les tonneaux qu'on va utiliser, mais les caisses et les coffres aussi ont cette possibilité-là. On se retrouve aussi avec des tonneaux qui ne vont pas servir aussi bien de liquide que l'on voudrait cependant. Un exemple étant que à l'approche des Antilles chaudes, évidemment, si on se retrouve dans un climat qui est beaucoup plus chaud, les huiles avaient tendance à suinter, puis la moitié du contenu environ pouvait être évaporé. Donc, on s'entend que c'est très peu pratique de ce côté-là. Mais au moins, ils vont trouver une autre façon de régler ce problème-là et de s'assurer que les liquides ne vont pas suinter ou se perdre aussi facilement. À savoir le verre. Donc, principalement le verre en bouteille, on va être très avantagé de ce côté-là parce que s'il ne casse pas, tu prends le contenu de ce qu'il y a dedans, tu le laves et tu le réutilises sans fin. Donc, ça augmente non seulement son efficacité, mais aussi c'est étanche. Tu ne vas pas perdre les liquides, donc tu n'auras pas de fuite, mais non plus le contenu ne va pas suinter comme sur des barils. Donc, exemple, l'huile qui suintait à moitié, ben, dans un truc de verre, ça n'arrive pas. Même du côté des températures où est-ce qu'elles sont chaudes sur le globe. On a aussi fait rapidement, ils se rendent compte que le côté foncé d'une bouteille va permettre de protéger le contenu. Donc, par exemple, du vin, tu mets ça dans une bouteille principalement foncée pour le protéger, puis ou du moins faire que ça va résister plus longtemps avant de commencer à vouloir tourner. Donc, ça le conserve plus longtemps parce que ça le protège du soleil. D'ailleurs, si vous avez des médicaments à la maison, il y en a souvent qui sont dans des bouteilles brunes. Ben, c'est pour ça, c'est pour protéger de la lumière. Il va y avoir des cas aussi où est-ce que le verre va être transparent. Donc, ils vont vraiment faire l'effort parce qu'il y a certains vins qui vont être cuits sucrés, donc comme le muscat. Ça, il y a moins de risque de dégradation de ce côté-là. Et les gens, si ils veulent s'assurer de voir si c'est de bonne qualité, vont toujours pouvoir regarder si sa couleur est dorée à travers la bouteille. Donc, tu as besoin d'un verre transparent ou du moins très pâle pour ça. Et la bouteille de couleur foncée, que c'est environ vert, brun ou tabac, donc c'est la plus courante de la fabrication des verreries de l'époque, et vont être vendues avec leur contenu, mais principalement les colonies ne font pas de verre, donc les colonies vont s'en resservir une fois qu'ils vont les avoir utilisées. Donc, bien normal, là. Pourquoi réinventer la roue alors que tu as déjà un contenant très efficace à portée de main? On se retrouve aussi dans une situation où il faut s'assurer de protéger le verre parce qu'on sait quand même que ça peut être assez fragile, même si les verres à l'époque étaient sensiblement assez épais. Mais on va quand même s'assurer de les mettre dans des caisses remplies de paille, donc des caisses de bois. On va y mettre de la paille et les contenants vont être ainsi placés pour réussir à bien protéger le contenu. Et évidemment, on parle d'anecdote, ça va nous amener ce recyclage-là à voir que souvent les Antilles vont ramener le rhum. Donc le rhum va se faire principalement dans les Antilles, comme on le sait, comme encore aujourd'hui d'ailleurs, et va revenir dans ces bouteilles foncées-là. Donc c'est pour ça en fait qu'on a dans notre tête l'idée que le rhum à l'époque venait dans des bouteilles foncées. C'est à cause justement de la réutilisation qu'ils vont faire de ces dites bouteilles. Donc le rhum à cette époque vient toujours dans des bouteilles ou presque foncées. Donc, une petite idée de la couleur d'une vieille bouteille. Donc, ça donnait justement l'impression, grosso modo, c'était environ ça. Donc, je ne sais pas quelle année que c'est, mais ça nous donnait déjà un petit aperçu. Donc,
Du côté français pour le repas, donc on va quand même être capable de parler un peu d'eux autres, l'équipage français va manger à même le sol. Donc, non seulement ça, mais c'est pas rare qu'ils le font en 2 canons. Puis là, oui, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je l'ai écrit. J'ai la chanson à cause de ça de Charlebois et de Bourgault dans la tête, entre 2 joints. Là, entre 2 canons, tu pourrais faire quelque chose, mais là, tu pourrais manger. Donc, c'est un plat, en fait, qui va être séparé en 7 et 8 personnes. Ils vont manger à même le contenant. Donc, c'est un gros contenant qui va donner lieu à l'expression, à la naissance de plat d'équipage. Donc, ce bol-là va être large et va permettre une ration équilibrée entre les groupes. Donc, chaque personne va manger grosso modo la même chose. Il n'y aura pas de personne qui va être lésée ou de quoi. Donc, c'est fait pour permettre justement que tout le monde ait sa portion et qu'il n'y ait pas de baston juste à cause de la nourriture. Donc, évidemment, sur un navire qui dit en baisse condition, on dit parfois maladie. Donc, de nombreuses maladies qui pouvaient frapper un équipage mal en point à cause de la mauvaise qualité de la nourriture, de l'eau, etc. Donc, ça, c'était pas quelque chose qui était l'abri du tout des marins. Puis, ils devaient avoir à gérer avec ça. Donc, les cales et les quartiers étaient mal aérés. Donc, ça, c'est un problème, évidemment, qui a été très longtemps observé pour les équipages sur l'eau. Et ça va aider, évidemment, à la prolifération des maladies. Donc, qui dit des gens poignés ensemble, mauvaise ventilation et tout, ça peut augmenter le risque. Le scorbut, à cette époque-là, en fait, pouvait frapper. En fait, on le sait maintenant, c'est une maladie qui est due principalement à cause du manque de vitamines. Donc, une carence en vitamines qui vient que tu vas avoir toutes tes gencives qui vont commencer à sécher, puis tu vas perdre tes dents, bon bref. Ça fait froid dans le dos à dire ça, mais à cette époque-là, c'était vu comme quelque chose d'aérien. Donc, ils ne savaient pas que c'était une carence en vitamines. D'ailleurs, quand ils vont le découvrir, la façon qu'ils vont le faire, c'est qu'ils vont commencer à suspecter que les agrumes qui sont fortes en vitamine C vont aider ou du moins complètement empêcher le scorbut. Et d'ailleurs, un scientifique va faire l'essai, il va aller en mer avec un équipage qui va se séparer en deux. Une moitié va manger des agrumes, l'autre n'en mangera pas. Il va se rendre compte que celle qui ne mange pas d'agrumes va commencer à dépérir. Donc, évidemment, il va se mettre à leur donner pour qu'ils se rétablissent, mais ils vont se rendre compte à cette partie-là, de ce point-là, que le manque de vitamines, c'est ça le vrai problème pour le scorbut et non pas aérien. Donc, quelqu'un qui a le scorbut à côté de toi ne va pas te le donner. C'est impossible si toi, tu as tes bonnes vitamines dans le corps. Et en termes de maladies, le typhus, la typhoïde étaient aussi très courants. Donc ça, c'est des maladies qui, sur les bateaux, sont assez nombreuses, ou du moins récurrentes. Donc, le temps qui passe, donc, on y pense peut-être pas, mais on se dit, hey, c'est un bateau, quand t'as le soleil qui fait le tour, il va se coucher, puis il revient, ça se peut que tu aies perdu un petit peu la notion du temps. Eh bien, eux vont quand même calculer le temps selon une façon. Un sablier. Donc, le sablier, en fait, ne va pas indiquer les journées qui passent, mais plutôt les quarts de travail. Parce qu'on se rappelle, sur toutes les navires, tu as des postes qui sont attitrés, puis il faut que tout le monde soit à son poste, fasse ce qu'il y a à faire pour, évidemment, empêcher que le bateau aille tout croche ou soit détruit ou peu importe. Les raisons sont variables. N'importe qui est à son poste qui fait bien ça va mener la mission à bon escient. Donc, le but, en fait, c'est qu'il va permettre de réagir, qu'il va aller à son poste, qu'il tombe en pause, le temps de manger, bref, etc., etc. Ça compartimente la journée sur le bateau. Donc, il va calculer aussi la vitesse du navire. Et l'heure est réglée à chaque zénith. Donc, à chaque midi, quand le soleil est au maximum, le plus haut dans le ciel, ils vont commencer à faire fonctionner le sablier, ou du moins le replacer dans le sens de dire, OK, là, il faudrait être là. Et ils vont commencer le nombre d'écarts. Comment ça se calcule, en fait, c'est que les sabliers sont faits pour durer une demi-heure. Donc, ils ont des cycles de 30 minutes. Quand le sablier est complètement vide, il va être retourné. Ça, c'est le timonier qui fait ça. Donc, le timonier, une fois qu'il a retourné le sablier, va donner un coup sur une cloche, boing, et ça va indiquer à l'équipage qu'il y a un 30 minutes qui s'est écoulé. Donc, comme ça,
Ils vont être capables de savoir où est-ce qu'ils en sont et le nombre de temps qu'il leur reste à leur corps ou s'ils doivent prendre place quelque part. Donc, un petit bonus pour terminer cette capsule sur les grands voyages et la logistique de ça. Donc, les divertissements en mer, donc c'est dur. On ne travaille pas toute la journée, hein? On vient de le voir avec le temps, l'écart et tout. Il faut quand même se divertir un peu. Donc, quelles sont les façons de se divertir? Eh bien, on en a quelques-unes. Soit jouer au dés. On peut aussi jouer aux cartes. Tirer du canon. Hey, ça, s'il n'y a pas plus activité de gars que ça. Hey, qu'est-ce qu'on ferait bien? Hey, on va tirer du canon. Ouais! Donc, tirer du canon, ça peut arriver, ça aussi. Lire la Bible ou des livres de prière. Donc, évidemment, les sociétés sont très religieuses à cette époque-là. Donc, on n'enlève pas de vue qu'elles vont pouvoir lire et se divertir de cette façon. Et jouer de la musique. Donc, ça, c'est un bon vieux classique. Jouer de la musique pour passer le temps et tout. Donc, s'amuser, bref. C'est ça qui peut être considéré à l'époque. Donc, ceci met fin à la vidéo, du moins la capsule pour aujourd'hui. Donc, j'espère que le sujet vous a bien plu. Et n'oubliez pas, si ça vous avez apprécié, de vous abonner, d'aimer les vidéos, de commenter, bref. Vous avez un rôle à jouer pour la progression de la chaîne et j'espère que vous pourrez toujours me supporter. Donc, encore un gros merci de le faire. C'est toujours un agréable plaisir et une joie de faire ces capsules-là à chaque fois. Donc, on se revoit bientôt la semaine prochaine normalement et je vous dis à la prochaine. Au revoir.